Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir et surtout de vous voir si nombreux ce soir, avec à la fois des professeurs d'histoire géo, mais je le vois des enseignants d'autres disciplines et sans doute du public qui vient par-delà le monde de l'éducation, ce qui montre bien que la thématique dont nous allons discuter ce soir intéresse très largement la Guyane, les Guyanais, et même au-delà de notre territoire, puisqu'on m'a demandé que cette conférence puisse être entièrement enregistrée pour pouvoir être diffusée par la suite. Voilà, donc je vous remercie vraiment d'être présent. Je me présente, je suis Amandine Touitou, inspectrice d'histoire-géographie de l'Académie de Guyane. Et cette conférence est organisée ce soir avec l'appui de mon équipe, et notamment Mme Pia Toreton, qui est assise devant moi, et Mme Carmen Bailly, qui est dans le public, et que vous verrez tout à l'heure pour les échanges. Alors, je vais faire une courte introduction, et puis nous laisserons la parole à notre conférencière. Et je vais démarrer en faisant un petit point au niveau historiographique sur les recherches qui sont en cours concernant la question des humains. Alors, les 2 dernières décennies ont vu se multiplier à la fois les colloques, les expositions, les ouvrages portant sur les exhibitions d'êtres humains en Europe, qui ont eu lieu de la fin du 19e au premier tiers du 20e siècle. En France, nombre de ces travaux sont portés par un collectif d'historiens, le groupe de recherche ACHAC, qui dispose d'ailleurs d'un site Internet qui est très fourni. Et ces historiens se sont intéressés, entre autres, aux mécanismes de construction des imaginaires coloniaux à travers la création de ce qu'ils ont nommé les zoos humains. Cette terminologie, donc de zoos humains, n'est pas contemporaine du phénomène, c'est-à-dire de la fin du 19e, puisqu'on parlait plutôt à l'époque d'expositions ethnographiques, de spectacles ou de villages indigènes. Mais c'est cette expression, zoo humain, qui a été popularisée par les travaux de Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire ou de Nicolas Bancel. Par zoo humain, on désigne des exhibitions scénarisées de peuples non occidentaux, à l'occasion de foires, de défilés, de reconstitution de villages dans des jardins d'acclimatation ou dans le cadre des expositions universelles et coloniales. Parler de zoo humain permet de jeter une lumière crue sur l'entreprise de disqualification et de dépersonnalisation de l'autre, fruit d'un racisme scientifique qui se structure au XIXe siècle et qui devient progressivement un racisme populaire. En France, le principe des exhibitions humaines n'est pas au XIXe siècle. Il s'inscrit dans une longue tradition que certains historiens font même remonter jusqu'à l'Antiquité. Elle se généralise cependant à partir de la décennie 1870 et elles connaissent un immense succès populaire jusqu'aux années 1930, galvanisée par la relance de la colonisation sous la Troisième République et inspirée par une industrie du spectacle qui est alors en plein essor. On estime que durant cette période, ces exhibitions diverses attirent plus d'1 milliard de visiteurs. À titre d'exemple, les 2 spectacles ethnologiques qui ont été organisés en 1870 au Jardin d'acclimatation de Paris, qui présentent des Nubiens et des Esquimaux aux côtés des animaux exotiques, attirent à elles seules 1 million de visiteurs, soit 2 fois plus que la fréquentation annuelle du jardin. Qui sont les individus qui en ont été les victimes? Ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui ont été déportés des 4 coins du monde par des réseaux de rabatteurs et souvent liés à des contrats, à des entrepreneurs du spectacle. Ils sont enfermés dans des cages ou dans des enclos. Ils sont parfois présentés comme des cannibales et toujours comme des populations inférieures. Ils sont contraints de vivre dans des villages reconstitués, très peu vêtus, même en hiver. Ils sont nombreux à succomber aux mauvais traitements, au climat rigoureux ou aux maladies. Et même après leur mort, l'entreprise de déshumanisation se poursuit avec l'étude de tout ou partie de leur corps par les ethnologues. Cette question du corps est justement centrale pour la personne à laquelle nous allons donner la parole ce soir, Madame Corinne Toka de Villiers, qui est une des descendantes de Moliko, une femme Kalina, qui fait partie d'un groupe de 32 personnes exhibé au jardin d'acclimatation à Paris en 1892. C'est après avoir visionné le reportage d'Arte intitulé Sauvage au cœur des zoos humains, qui a été réalisé par Pascal Blanchard et Bruno Victor Pugebé en 2018,
Donc, ce reportage qui présente entre autres le parcours de Moliko, que Madame Toca de Villiers, qui est installée en Bretagne, se lance dans des recherches. En 2021, elle fonde une association, l'association Moliko Aletpo, qui veut dire les descendants de Moliko, et elle élargit ses recherches aux 47 personnes exhibées en 1882 et 1892, menant conjointement un travail d'identification en partenariat avec le musée du Quai Branly et le dialogue avec les autorités pour la restitution des restes humains des 8 Kalina qui sont décédés à Paris. Donc, je vais laisser la parole à Madame Toca de Villiers. Sa présentation s'organisera en 2 temps et entre les deux parties, il y aura une interaction avec le public. Encore une fois, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente conférence. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Merci de votre présence. Merci Madame Letounitou de votre présentation. Presque tout est dit, mais nous allons nous concentrer sur l'histoire des peuples Kaliniens et Arawak qui ont été exhibés en 1882 et 1892. On va faire un récapitulatif de l'histoire, parce que cette histoire a été, il y a une trentaine d'années, Gérard Collin, donc un anthropologue, avait commencé ce travail avec des autorités coutumières de la Guyane, Félix Tchouka et d'autres des familles de Guyane et du Suriname, avaient entamé un travail de mémoire qui malheureusement s'est arrêté en 2010, en 1991, pardon. Et 30 ans après, l'association Moliko a repris ce travail de mémoire. Donc, un récapitulatif du travail que je vais énumérer rapidement. En 91, il y a une exposition à Ouala. En 92, pour le 500e anniversaire de la colonisation, il y a eu une grande exposition au Musée national des arts et traditions à Paris. En 92, il y a eu l'édition du livre Kaliniens, les Amérindiens de Paris, à Paris. Et en 96, il y a eu une cérémonie solennelle au Jardin des Plantes pour faire l'apaisement des âmes que nous, aujourd'hui, si tout va bien en septembre, nous ferons la même chose, mais directement auprès des 6 squelettes au musée de l'âme. En 2010, il y a eu la présentation de l'exposition à Oiapoque. En 2011, il y a eu un jardin en Outre-mer où une délégation était partie au nom de cette histoire des eaux humaines. Et en 2011, il y a eu un rapport qui a été fait, qui aujourd'hui est essentiel pour pouvoir dire qu'il y a des travaux qui ont été effectués bien avant et qui deviennent aussi un support pour cette demande de restitution. Je crois que ça ne va pas. Donc, le rapport de 2011 reste très important puisque c'est une base et des données très scientifiques qui nous permettent aussi de faire ce travail de demande de restitution des restes humains. Donc, cela fera partie des dossiers que nous déposerons avec la collectivité territoriale de Guyane auprès du président de la République très bientôt à Paris. Et pour terminer, il y a eu l'accord de Cayenne en 2017 où, au numéro 15, il y a eu une proposition qui avait été faite pour un mémorial au jardin d'acclimatation à Paris. Non seulement cela se fera, mais la priorité est déjà de faire une mémoire, la mémoire de la réparation chez nous, dans notre pays, la Guyane. D'où un mémorial bientôt le 11 août qui sera inauguré à Irakobo, dans la commune d'Irakobo. Donc, vous êtes toutes et tous invités. À Paris, le jardin zoologique d'acclimatation, inauguré le 6 octobre 1860 par Napoléon et l'impératrice Eugénie, accueillera des exhibitions qui deviendront des attractions régulières et attireront un public nombreux. C'est lors de ces exhibitions que la Guyane
et le Suriname ont vécu deux voyages de peuples autochtones, Galibi en 1882 aux Caraïbes en 1892, en France à Paris. Durant cette période d'un demi-siècle, il y aura plus d'1 milliard de visiteurs. La chronologie des expositions ethnographiques à Paris, le jardin dans son mouvement de 60 à 70, le jardin est révolutionnaire au temps des découvertes. De 77 à 31, c'est le spectacle ethnique et culture de masse au temps des colonies. Et la Troisième République marque les esprits par sa passion de l'exotisme, des voyages et ethnologie. La première exhibition en 1877 par le directeur Albert Geoffroy Saint-Hilaire, directeur du jardin d'acclimatation, une troupe de Nubiens sera accueillie et des troupes d'Esquimaux qui seront livrées par l'Allemand Karl Hagenbeck, le premier exhibiteur dans le monde. Elles sont installées entre le pavillon de Lama et celle des mammifères. L'attraction connaît un tel succès que 22 autres exhibitions suivront en 20 ans après 1877. Il y a un récapitulatif des exhibitions, mais nous n'allons pas toutes les énumérer. En 81, il y a une exhibition des Fuégiens. En 82, nous concernant les exhibitions de 14 Galibi. En 88, des exhibitions de Hottentot. En 92, nous concernant les exhibitions de Caraïbes, de Guyane et du Suriname, le fleuve Maroni étant notre berceau. En 99, il y a eu des exhibitions de derviches tourneurs de Turquie. Et pour finir, en 1931, il y a eu la dernière exhibition des Kanaks où ils ont dû jouer cannibale pour faire plaisir au peuple français. Les Galibis, une présentation de photos de ce groupe. C'est une grand-mère. Chez nous, on l'appelle Pipi Aïramo. Pipi qui veut dire grand-mère. Cette grand-mère, elle a été amenée à Paris en 82, Comte Lagrange, voyageur ou administrateur habitué de la Guyane, organise un voyage de 14 personnes, toutes issues de la même famille, pour le camp du jardin d'acclimatation en juillet, et qui séjournera d'août à octobre à Paris, et en novembre, elle sera exhibée à Bordeaux. Elles vivaient la plupart d'entre elles dans un village situé sur le fleuve Sinamari, lieu dit Terre Blanche. La doyenne, épouse du chef coutumier, Aïramo, mort au village, fait le voyage avec le reste des membres jusqu'à Paris après avoir reçu des dons d'armes à feu, des tissus, de verreries, divers présents. René Langlois informe que le voyage a été financé par les sociétés des mines d'or de la Guyane hollandaise en guise de faveur de cartographier plus précisément le cours du fleuve Suriname. Elles seront logées à leur arrivée dans des carbets construits pour elles sur la grande pelouse du jardin, située à 2 pas de celui des singes. Les affiches zoologiques, les affiches avant leur arrivée pour faire de la publicité. Donc, ils avaient des grandes affiches de présentation et il y avait des articles bien avant leur arrivée qui expliquaient que des sauvages venaient bientôt au jardin d'acclimatation. On fait venir 2 pirogues qui navigueront sur le petit lac du jardin, différents objets, de grands arcs et des flèches pour la pêche, de grands étuis en paille tressée d'une longueur d'environ 1 mètre et demi sur 1 décimètre de diamètre, des tasses en bois ou en terre cuite, une sorte d'éventail tressé servant à souffler le feu, un tambour et une flûte de bambou, de la terre à poterie, du coton pour que les femmes travaillent au hamac, de la fibre d'aroman pour la vannerie des hommes, des feuilles pour couvrir les carbets édifiés pour les accueillir, des provisions de semoule de manioc, du poisson salé,
Pendant le jour, deux vastes huttes largement ouvertes en forme de hangar sur le bord de la grande pelouse du jardin servaient de refuge à toute la colonie. C'était là que le public pouvait observer les galibis, tantôt travaillant à tresser corbeilles ou des paniers de formes diverses, tantôt couchés sur des nattes ou dans leur hamac. La nuit et pendant le mauvais temps, la colonie se réfugiait dans une cabane plus confortable située au centre de la pelouse et divisée en plusieurs compartiments. On ne les voyait guère en dehors de ces habitations, si ce n'est à la fontaine, où elles allaient fréquemment faire leur ablution. Les enfants étaient absolument nus, et c'est seulement avec un foulard ou avec un simple mouchoir de poche que les mères enveloppaient les plus petits encore à la mamelle. Durant leur séjour, elle va faire l'objet d'intérêts tout particuliers de la part des membres de la Société d'anthropologie qui se déplaceront à plusieurs reprises à l'initiative de manœuvriers pour observer, palper et mesurer. Le 24 décembre 1882, la troupe est exhibée à Bordeaux, au parc des expositions sous un chapiteau où le froid commencera à les rendre malades. Lagrange décide alors, le 6 novembre 82, que le groupe rentre au pays à leur forêt indigène. Aucun mort n'est répertorié durant ce voyage de 1882. Quelques articles qui parlent de ces personnes, de ces galibis. Il y a énormément d'archives sur ces personnes. Il y a énormément de preuves de leur existence, de leur passage lors des exhibitions ethnographiques. Le travail, donc c'est un travail qui est riche en mémoire et qui est riche en documents. Ben, nous avons pu sélectionner quelques-uns parce que sinon c'était des kilomètres d'archives. Mais voilà, donc, Madame Pia a surligné des mots poignants. La curiosité dont ils sont l'objet ne semble pas les étonner, outre mesure, et ils accordent à coup sûr aux visiteurs bien moins d'attention que ceux-ci ne leur en accordent. Il est même arrivé dans certains articles que les petits, on leur lance des pièces ou des chocolats à travers leur grillage. C'était une forme d'humiliation, donc que ce soit pour les Galibis ou pour les autres peuples. Quelques articles d'extraits de journaux. Le Petit Provençal écrivait très, très souvent sur les Galibis. D'autres articles sur la science populaire, il y a des illustrations, il y a des portraits d'art, il y a des timbres. Un extrait de cette affiche. Il y a une illustration, oui, là, tu peux. Il y a une illustration que j'aimerais vous lire, hein. C'est la femme derrière le grillage, hein, dont le gendarme lui dit méfiez-vous, madame, ne les excitez pas. Ils raffolent de la chair fraîche et mangent leurs semblables. Insolents, est-ce que je leur ressemble? C'est une caricature de Draner, hein, Le Monde illustré du 16 septembre 1882. Cela vous montre un petit peu l'image qu'avaient les Européens au regard de ces personnes qu'ils allaient chercher, qu'ils allaient enlever de force et la considération qu'ils avaient une fois que ces personnes étaient à Paris, en Europe, aux États-Unis, à Genève, parce qu'il faut savoir que les exhibitions ethnographiques, ça a été dans le monde entier. Alors, non, j'ai eu un bug informatique, 2 minutes. Donc, c'est là. L'affiche, cette photo, c'est une des photos de 17, une des photos de Kalinia
aujourd'hui Calignan, mais appelé Caraïbes lors des exhibitions de 1892. Des enfants, vous voyez qu'ils ont des tambours, des colliers. Donc, c'est une présentation d'une partie de ces personnes qui ont été exhibées. Nous avons la liste, la seule et unique liste que nous avons du journal Le Chenil, sur laquelle nous nous sommes basés pour faire le travail d'identification de l'anonymat à je suis. Aujourd'hui, j'existe. Cette liste a été malheureusement francisée, changée. Donc, nous sommes encore actuellement à chercher les vrais noms en calinien de ces personnes qui sont sur cette liste. Le voyage de 1892. Un jeune explorateur, un jeune explorateur du nom de François Lavaux arrive à Paramaribo, envoyé par le directeur du jardin d'acclimatation, Geoffroy Saint-Hilaire, pour qu'il ramène des Caraïbes pour sa collection d'exhibitions à Paris. Pour les faire venir avec lui, Lavaux promet de belles choses, gagner de l'argent en travaillant. Il leur dit, je vous conduirai dans le pays des Blancs et je vous ferai voir leur grand chef. Le 24 janvier 1892, 3 jours avant, un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants était arrivé à Albina, dans la capitale surinamaise de Paramaribo, où il avait été examiné médicalement à l'hôpital militaire. La troupe de 33 personnes s'embarque au port de Paramaribo sur le paquebot Le France de la compagnie. Elle avait emporté des provisions de Kopi, Olignon, Kouli, Koumetou, matériaux destinés à la fabrication de la poterie. L'exhibition qui aura lieu dans le nouveau hall bouloir chauffé, où sont plantés des cocotiers, des bananiers et des palmiers divers, qui donneront aux Caraïbes l'illusion de leur pays natal. Après 3 semaines de navigation, la troupe arrive le 24 février dans le port de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Le 25, à 5 heures du matin, la troupe arrive par le train à la gare Saint-Lazare pour être amenée au jardin zoologique d'acclimatation. Leur arrivée est annoncée par le Figaro. L'illustration du 5 mars 1882 en fait l'annonce. Après les Esquimaux, les Gauchos, les Cingalais et autres peuplades sauvages, le jardin d'acclimatation offre actuellement à la curiosité du public parisien la vue d'une tribu de Caraïbes. La troupe est installée au jardin. Installée dans le nouveau hall boulevard composé de 2 pièces, la première, le dortoir, fait 2 rangées de lits de camp sur lesquels la troupe balance les hamacs et une grande salle servant de cuisine, réfectoire et ouvrar. Le 10 mars, la vieille Takumi, une des grand-mères, se fracture le radius du bras droit en dansant le maraco. C'est la danse sacrée. Les Caraïbes continuent d'attirer la foule de plus en plus nombreuse. Leur première prestation, il y a 30 000 visiteurs. Le 17 mars, près de 40 000 visiteurs, dès 2 heures. De longues queues se formaient dans les promenoirs du jardin d'hiver. Ce n'est qu'à 6 heures que les Caraïbes trouvèrent du repos. La vieille Takumi est en voie de guérison et pourra reprendre les danses dans les cérémonies exécutées chaque jour devant les visiteurs, tous les jours. Le 24 mars, près de 60 000 visiteurs ont défilé ce jour-là devant les Caraïbes. Une femme qui la regardait est prise de malaise et accouche dans le bureau du secrétaire général du jardin. En dehors de ces exhibitions, il y a eu le regard de la science. Chaque matin,
Chaque matin, elle reçoit aussi 20 litres de chocolat. Ça, c'est leur nourriture au quotidien qu'elle apprécie apparemment. Elle n'aime pas la viande, préfère le poisson bouilli, les haricots rouges et blancs et les pommes de terre. Voilà les seuls éléments que nous avons de leur nourriture en plein hiver. Il y a le trajet qui s'est fait donc de Paramaribo par Saint-Laurent, de Saint-Nazaire et de Saint-Nazaire à la gare Saint-Lazare, que nous aimerions aussi dans le futur renommer la gare Saint-Lazare en la gare Molko. Donc ça, c'est une détermination que nous aurons dans le futur. Le départ, puisqu'ils ne font que 4 mois de souffrance à Paris, une fois que l'hiver arrive, il y a les morts. Ils meurent les uns après les autres. En voyant les morts, le directeur du jardin d'acclimatation, Geoffroy Saint-Hilaire, décide de les renvoyer à leur pays. Mais malheureusement, Lavaux, l'explorateur qui les avait amenés, est en faillite. Donc, il entend des propositions de au-delà, d'exhibitions à Bruxelles, à Berlin, à Dresde, à Marseille. Et finalement, il décide de ne pas tenir sa promesse de les ramener directement au pays. Il fait faire des séjours à Berlin, à Bruxelles et à Dresde. Le 12 mai, les Caraïbes ont quitté le jardin d'acclimatation. Lundi dernier, après avoir séjourné plus de 2 mois au bois de Boulogne, le nombre de visiteurs qui ont défilé devant la caravane dépasse plus de 400 000 visiteurs. Ils arrivent à Bruxelles du 15 mai au 14 juin. Après leur séjour sur Paris, le groupe arrive vers le 15 mai pour être exhibé à Bruxelles au musée Castan et repart vers le 15 juin pour Berlin dans un parc d'attractions de la ville. Ce soir, les Caraïbes donneront leur dernière représentation. Mardi matin, ces 25 habitants des forêts vierges de la Guyane partiront pour Berlin. Ces illustrations que vous voyez nous ont permis de faire un travail d'identification, tout simplement, puisque chez nous, chez les autochtones, n'importe quel homme ne se permet pas de s'accouder à un hamac d'une femme. Donc, par rapport aux caricatures ou aux illustrations, nous avons pu faire les analyses des photos du musée Quai Branly et retrouver le visage de ces personnes sur les illustrations et les photos. Et cela nous a permis de regrouper les familles. Donc, c'est vrai qu'on a énormément de richesses et en plus, nous avons eu cette chance. Sur cette illustration, il y a le nom des personnes. Ils sont identifiés, même si que le nom est faussé, il y a des erreurs, mais vu qu'au musée de l'homme, nous avons plusieurs noms de ces personnes et à travers les différents noms, nous avons pu faire ce travail d'identification. Donc, chaque élément, chaque illustration était très important pour nous sur ce travail d'identification. Donc, ça, c'est vraiment une famille, le papa, la maman et la petite fille, que vous retrouverez tout à l'heure en biographie sur de l'anonymat à Je suis. Quelques articles de journaux, la traite des Caraïbes, tous ces éléments sont des éléments qui nous ont permis de retracer aussi leur histoire. D'autres articles aussi, donc on en a pas mal, le chenil. En Allemagne, ils sont arrivés en Allemagne le 16 juin après Bruxelles. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, il y a à peine 1 mois et demi, à notre grande surprise, nous avons été contactés par le directeur du musée de Dresde en Allemagne, qui nous écrit en mail en nous disant qu'ils vont faire une exposition sur les os humains et que dans leurs archives, ils viennent de trouver les traces des Caraïbes, donc Molko et sa troupe,
Et vu qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux que nous avions une association sur ce travail, le directeur nous a contactés et il voulait absolument se mettre en contact pour l'histoire et confirmer que ben, nos aïeux étaient partis à Dresde et à Berlin. Pour nous, ça a été une grande découverte, puisqu'on le savait plus ou moins, mais on n'avait aucun article, on n'avait rien sur ce voyage, puisque c'est outre Paris, c'est l'étranger. Et je ne sais pas si c'est eux qui veulent que le travail se fasse. Aujourd'hui, nous avons en notre possession tous les documents de Berlin et tous les documents de Dresde. Bon, bien entendu, écrits en allemand, mais gentiment, ils nous les ont traduits. Donc ça a été pour nous un énorme travail aujourd'hui de traçage encore de leur périple jusqu'à leur retour. Et actuellement, nous avons proposé de faire une convention avec le musée de Dresde pour que nous puissions travailler ensemble et remplir justement toutes ces archives qui aujourd'hui n'ont pas de légende. Et là, ils vont faire une exposition. J'ai donné l'exclusivité, on va dire, de tout le travail et de tout leur départ de Guyane, Paramaribo jusqu'à Paris. Et là, actuellement, nous sommes en train de travailler sur tout ce qui aurait pu se passer à Berlin et à Dresde. Et avec tout ce que nous avons pu trouver, nous nous apercevons il y a 15 jours qu'il y a un mort à Berlin. Et c'est le petit frère de notre aïeul Molko. Et aujourd'hui, dans le futur, il y aura un autre travail de restitution, mais qui sera avec l'Allemagne. Donc, affaire à suivre. Je reviendrai vous raconter l'histoire, comment ça se passe. Mais pour le moment, voilà, il y a énormément de choses qui viennent comme ça à nous, des éléments tous les jours. Et c'est vrai que aujourd'hui, le puzzle de leur histoire est terminé. L'identification est quasi finie. Maintenant, nous recherchons les descendants, que ce soit dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui, tout le monde voyage. On a quasiment plus de 200 descendants qu'en Guyane et au Suriname. Et j'espère en avoir d'autres. Peut-être qu'il y en a qui sont dans la salle, hein, qui vont se découvrir à l'étopo ce soir. Mais vous êtes les bienvenus. C'est comme ça qu'on enrichit l'histoire, qu'on enrichit l'arbre généalogique. Et je dis souvent dans mes conférences, si vous avez entendu parler de cette histoire, venez, rapprochez-vous de l'association pour récupérer tous les témoignages, pour enrichir la mémoire et de cette histoire des exhibitions Caraïbes et Galibi. Je vais m'arrêter sur cette partie-là. Juste pour finir sur Dresde, ils sont arrivés le 28 juillet. Ils ont été exhibés donc au jardin zoologique. Et pareil, du matin au soir, des danses, des combats, des tirs des tirs de flèches. Les femmes faisaient des poteries. Euh, du matin au soir, c'était toujours la même chose. Et à la fin, nous nous apercevons sur des articles que ces calinières sont épuisés. Non seulement ils sont épuisés psychologiquement, mais physiquement, puisque derrière eux, ils ont laissé quand même 6 morts. Donc, ces 6 morts les hantent, ces 6 morts les rendent malades psychologiquement. Et là, Lavaux, l'explorateur, là, il décide quand même, le 18 août, de renvoyer ces personnes via Amsterdam pour Paramaribo. Ce retour sera douloureux avec une perte humaine de 9, puisqu'il y a Berlin aujourd'hui, qui sera laissé à Paris et Berlin. Je vais m'arrêter sur cette première partie de l'histoire, hein, où je vous ai raconté un petit peu leur périple. S'il y a des questions, on en a 10 minutes, 15 minutes, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je suis là pour répondre à certaines questions si cela vous dit. Alors, euh,
En attendant que des questions viennent, j'en aurais une, moi. On a vu au fil de votre présentation les termes de Caraïbes et de Galibi d'utiliser. Est-ce que vous pouvez expliquer, est-ce que c'est la différence entre les deux ou si c'est la même chose? C'est exactement la même chose, sauf qu'en 1882, monsieur l'explorateur Langlois, il était venu et on lui avait dit que c'était des galibis. Donc, dans sa tête, c'était des galibis. Mais Galibi, vous savez qu'il y a un village côté Suriname, à l'embouchure en face de la plage Yalimapo. Il y a un village qu'on appelle Galibi, puisque c'est vraiment le berceau de la population kalinien de l'époque. Donc, tout le monde se dit Galibi. Nous, on est Galibi. Mais aujourd'hui, ce terme Galibi est devenu Kalinien, Téléouyou. Donc, après, en 92, l'AVO a eu cette définition de Caraïbe. Si vous voulez, dans tout ce que nous avons pu lire, c'est aussi un travail d'ethnologue ou d'anthropologue. Ils s'amusaient à donner des noms. Vous verrez même qu'il y a marqué Caribe. Alors, ou même, bon, je n'irai pas jusqu'au Taïnos ni Kalinago, mais il y a vraiment des fois des mélanges terre de feu. Il y en a un qui a été identifié comme un fugien de terre de feu. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment du travail de ce qu'a fait les anthropologues à l'époque. Mais Caraïbes et Galibi, c'est exactement les mêmes peuples, puisque en 82, c'est uniquement des Kaliniens. Par contre, en 92, 10 ans après, il y a eu donc 33 exhibés, dont 2 Arawak Mokono. Arawak, je dirais plutôt Arawak, puisque sur le travail que tout à l'heure nous allons voir, les dossiers que nous avons aujourd'hui du Musée de l'Homme, c'est bien précisé, décès de 2 Arawak. Voilà. Bonsoir. Vous m'entendez? D'accord. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y avait un contrat qui était passé entre la communauté ou un représentant et les personnes qui, entre guillemets, s'autorisaient à les prendre et les amener en Europe? Parmi les archives que nous avons, il est dit qu'il y a eu un contrat qui a été fait avec le gouverneur de l'époque de la Guyane hollandaise. Et justement, nous sommes à la recherche de ce fameux contrat et nous avons fait le pas vers Paramaribo avec les chefs coutumiers, les Yopoto, qui justement ont une place importante au sein du gouvernement de Paramaribo. Et on nous a donné une réponse. On nous a dit, si vous voulez ce fameux contrat, tous des documents relatifs à ce départ, eh bien, il faut demander à Amsterdam. Donc, je pense que ce sera un travail que nous ferons dans les mois ou dans les années à venir. Mais c'est vrai que ce fameux contrat, j'en rêve. Pourquoi? Parce que j'ai l'espoir de me dire que sur ce fameux contrat, on aura peut-être les vrais noms kaliniens de ces 33 personnes. Oui. Je voulais savoir si vous aviez retrouvé dans vos archives des articles de personnes qui s'élevaient contre ça, des voix qui ont dénoncé assez rapidement ces exhibitions. Il y a le journal Le Chenil, même le Provençal et le Républicain, qui dénonçaient justement la maltraitance de ces personnes. Et après, il y a eu un journaliste par rapport à la condition humaine quand ils allaient au jardin d'acclimatation, qu'ils constataient que les personnes étaient tout le temps fermées, qu'ils avaient de mauvaises conditions. Il y a même des articles qui disent les pauvres, on les entend suffoquer, on les entend tousser, on les voit amaigris. Donc, il y a eu un soulèvement de journalistes à une époque, et c'est aussi tout ça qui a amené à ce que les exhibitions ethnographiques
ont changé la vision et au regard des visiteurs. À un moment donné, même les visiteurs étaient écœurés de voir les conditions humaines de ces personnes et les journaux dénonçaient ça. Donc oui, il y a eu des révoltes au niveau des journalistes et au niveau des journaux de l'époque. Malheureusement, je ne pouvais pas tout vous dévoiler hein, dans les journaux. Allô? Allô? Oui. Donc, Corinne, Oui. ça fait la deuxième fois que je viens à ta conférence. Je me dis que je vais en apprendre encore plus. Et donc là, par rapport à la dernière conférence, j'ai une question. Quand tu as parlé de qu'ils étaient transportés dans des wagons avec les animaux. Pour être transportés avec des animaux, ils avaient quel statut alors? Des animaux. Ok, c'est bien ça. Ils étaient considérés comme des animaux. Et donc, c'est tous ces voyages qui se sont faits dans les différentes régions, en Allemagne, tout ça, toujours avec les animaux? Tout à fait. C'est Ok. pour ça que Pascal Blanchard, hein, qui depuis toujours veut la déconstruction de la colonisation et remettre un petit peu les choses à leur place, a nommé cette période d'exhibition ethnographique comme les termes les zoos humains, ZOOS, humains, puisque ces gens-là étaient considérés, ils avaient le même statut que des animaux, voire que les animaux étaient plus considérés que ces humains. Euh, Bonjour, du coup, bonsoir, désolé, je panique, c'est normal. J'aimerais savoir, du coup, si les personnes, du coup, c'est-à-dire, bon, entre guillemets, les Européens ont, du coup, pris conscience de cela et ont donné une sorte d'indemnité au, au peuple par rapport à tout ça. Parce que moi, en tant que Guyanaise, on n'a pas été dans les écoles assez était assez sensibilisée par rapport à cette histoire, par rapport du coup au peuple autochtone. Et j'aimerais savoir s'il y a eu des désénisations par rapport à ça. Ta question, elle est superbe parce que justement, si le gouvernement, c'est le gouvernement dont tu parles, hein, l'État ne veut pas reconnaître cette histoire. Tout simplement pourquoi? Et Monsieur Jean-Victor Castor, ici présent, peut le dire aussi. S'il y a reconnaissance, on reconnaît toute la barbarie de la colonisation. Et le Français ne veut pas reconnaître qu'il a fait du mal à l'autre, hein, parce que l'autre, c'est l'humain. L'autre, c'est comme toi. Mais à une époque, il fallait la hiérarchisation des races. Il fallait montrer que le blanc avait la suprématie sur le reste du monde. Donc, il y avait ces études à l'époque de scientifiques, d'anthropologues, d'ethnologues. Même le président de l'époque en jouait le jeu. Donc, aujourd'hui, s'il y avait reconnaissance, comme vous le dites, cette reconnaissance, mais ce serait un chamboulement de l'histoire de la France. Et nous, d'ailleurs, nous payons cette méfiance ou cette non-reconnaissance par la restitution que nous demandons de nos aïeux. Pourquoi garder des squelettes depuis 132 ans dans un musée pour faire beau dans des réserves? Pourquoi ne pas les restituer au peuple? Puisque justement, c'est la non-reconnaissance de cette histoire. Donc, pour le moment, on a ce dilemme, hein. Non, la France ne veut pas reconnaître toute l'histoire du passé colonial, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais nous tenons bon et puis nous irons jusqu'au bout. Donc, nous y arriverons, n'est-ce pas? Bonsoir, Bonsoir, Lina. ça va?
En fait, j'ai une question. Donc, ce sont des expositions. Est-ce qu'il y avait des souvenirs qui étaient créés pour que les visiteurs repartent avec? Et si oui, lesquels? Voilà. Merci. Alors, des souvenirs au jardin ou à Berlin ou à Dresde sur leur passage? Quand tu parles de souvenirs, c'est poterie, carte postale. Voilà, c'est ça. Oui, C'est ça. oui, Les tout à bons fait. souvenirs. Tout à fait. Il y a des traces de poterie, il y a des traces de Valvary, il y a des traces d'arcs et de flèches. Il y a énormément de souvenirs qu'ils ont laissés, qui aujourd'hui des spécialistes et des privés possèdent. Donc, j'espère qu'un jour, quand nous aurons notre joli musée autochtone, ben, nous allons faire tout ce qu'il faut pour récupérer tout ça. Donc, oui, il y a des traces de leur passage avec des objets. Ouais, je vous propose qu'on prenne une dernière question et qu'on passe à la deuxième Oui. partie. Puis il y aura encore un temps d'échange. Alors, il y avait monsieur qui avait demandé la parole. Mais sinon, il y a un autre temps d'échange qui est prévu juste après. Donc, notez bien votre question et on pourra y répondre d'ici quelques minutes. Merci. Bonsoir à tous. En fait, Bonsoir. vous avez parlé un petit peu de la science populaire, en fait. C'était pour savoir si vous pouvez développer un peu plus, en fait, sur la science populaire. Merci. Alors, la science populaire. La science populaire, c'est pour l'époque, c'est quand tous les scientifiques, que ce soit Roland Bonaparte, le photographe qui d'ailleurs, lui, a eu l'exclusivité des photographies et presque nous le remercions d'avoir photographié les 33 exhibés au jardin qui aujourd'hui nous ont permis de faire le travail d'identification de nos aïeux. Il y a Monsieur le Président Carnot qui est venu. Il y a le professeur Vario. Il y a Ami, qui est très connu d'ailleurs. Le professeur Ami de l'Institut a été le centre de, de la partie dissection des morts. Parce qu'il faut savoir que quand les exhibés mouraient, tous ne partaient pas au cimetière. Il y en avait qui partaient de suite à l'Institut. Et donc, c'est cette partie du regard de la science que nous avons pu voir et constater. Il y avait tous ces professeurs qui venaient du matin, tous les matins, observer, palper, mesurer, des professeurs, des photographes, même le président, qui venaient justement faire leur travail d'anthropologie. Il y a énormément d'ouvrages sur ces personnes-là. Malheureusement, nous ne l'avons pas en notre possession. Je sais que il y a une personne qui a, c'est privé. Il a retrouvé, il a acheté ce livre d'anthropologie sur les études des Caraïbes en 1892. Donc, c'est ça le regard de la science. Ils étaient présents tous les jours, le matin jusqu'à midi. Ils venaient explorer, on va dire, toutes les personnes exhibées. Et si le matin, ils apprenaient qu'il y avait quelqu'un qui était mort, eh bien, vite, ils s'emparaient. Ils faisaient la demande au jardin d'acclimatation, donc le directeur, et lui, il décidait, il disait aux scientifiques, oui, vous pouvez l'amener, ou non, vous ne pouvez pas. Donc, c'est ça le regard de la science qui était vachement présente au jardin d'acclimatation pour tous les peuples exhibés. Je pense qu'on va passer au deuxième, sujet, au deuxième thème. Il n'y a plus de questions. De l'anonymat, je suis. Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'existe? J'ai pris l'image de cette petite fille qui s'appelle Ilakou, parce que quand j'ai été au musée de l'homme, pardon, au musée Quai Branly, à l'époque, j'ai fait la demande de la consultation des fonds précieux des Caraïbes en 1892. Tout de suite après que l'association avait été créée en novembre 2021. En février 2022, j'ai eu cet accord et on me présente les photographies
bien rangés, avec des gants qu'il fallait les tenir. Et quelque chose m'a frappé. Ces photos ne m'étaient pas inconnues. Ces photos ressemblaient à mes aïeux. Ces photos ressemblaient à des Kalinia. Je disais, mais ce petit garçon, on dirait que son visage me parle. Et quand toutes les photos étaient bien alignées, je me rends compte que ces personnes n'existent pas. Et je demande à la responsable iconographique, Karine Peltier-Karoff, mais ils n'ont pas de nom. Comment cela se fait-il? Et là, elle m'explique que ces personnes ne sont pas identifiées. Et là, pour moi, c'est un choc. Parce que je pense que tout être humain, dès que nous naissons, ben, le papa court 2 jours après à la mairie pour nous faire reconnaître. Parce qu'il faut un nom, il faut une identité, on est quelqu'un. Et ces personnes, ça faisait 132 ans qu'ils étaient là dans des boîtes bien rangées, mais on ne savait pas qui ils étaient, qui elles étaient. Donc, la première chose qui s'est passée dans ma tête, c'est venir en Guyane, faire représenter et expliquer pourquoi il y a l'association Molico, l'existence de l'association, ses objectifs. Et une fois que tout ce travail sur le terrain a été effectué, avec toutes les autorités coutumières, instances de la haute de la Guyane, bien, je suis repartie en avril. Et là, j'ai demandé à ce que le musée Quai Branly et l'association Molico fassent un travail d'identification. Ça a été un travail très dur en 8 mois. 8 mois acharnés. Et à ce moment-là, le musée Quai Branly m'a donné tous les documents, tout ce qu'ils avaient en leur possession pour que nous fassions le travail d'identification. Mon salon était devenu un vrai chantier. Loupe à la loupe, détail par détail, nous avons pu faire avec tous les documents, les archives de l'époque de Gérard Collin, puisqu'il avait quand même fait un travail fabuleux sur l'histoire. Les archives du musée Quai Branly, les archives donc, de Gérard, les témoignages que j'ai pu récupérer en un mois sur le terrain. Parce que mine de rien, il y a encore des pipis et des touchis, grand-mère et grand-père, qui ont eu une fabuleuse mémoire à Galibi et voire à d'autres côtés du village, à côté de Albina. Tous ces mots, tous les indices que j'ai pu enregistrer nous ont aidés à retrouver ces personnes. Donc, ça a été vraiment un travail de fourmi, mais aujourd'hui, presque on se dit, et d'où un soir, comme un murmure, quelque chose m'a dit, tu l'appelleras de l'anonymat à je suis, aujourd'hui j'existe. Donc, je vais vous restituer ce travail de mémoire et de restitution de l'anonymat. Tout à l'heure, on parlait des maladies au jardin d'acclimatation, donc à Paris. Justement, il faut savoir que ces personnes, on sait de quoi elles sont mortes. Elles sont mortes de fièvre pneumonie, de fièvre bronchite et de fièvre catarrhe suffocante. Donc, si vous aviez un petit peu la notion un petit peu médicale, mais vous pouvez penser que ces gens ont bien souffert. Puisque en hiver, ils étaient comme vous les voyez sur les photos, juste en calimbé. Même nous, quand on vit en métropole avec un pull, on a quand même froid. Donc, vous imaginez le courage de ces personnes. Donc, c'est 8 morts à Paris, 1 à Berlin. Et aujourd'hui, grâce aux documents de l'hôpital Beaujon, puisque c'est là qu'ils partaient pour se faire soigner, soi-disant, eh bien, nous avons pu récupérer ces archives qui, aujourd'hui, nous pouvons diffuser parce qu'ils avaient quand même mis une notion pas avant 150 ans. Donc, on est quasiment à 150 ans. On est à 150 ans avec le jeune qui avait plus de 18 ans. Donc, on a ce droit de partager ces informations de l'hôpital Beaujon. Sur la liste des morts, je vais vous lire un extrait aussi de journaux qui nous ont permis de trouver le travail d'identification. Les obsèques de la jeune Caraïbe du jardin d'acclimatation dont nous avons annoncé la mort ont eu lieu hier matin au cimetière de Neuilly. Avant de placer le corps sur le corbillard, les Caraïbes ont dansé,
suivant les rites du jour religieux, un pas funèbre devant le cadavre de la morte. Puis tous ont vidé une coupe de tafia pour le repos de l'âme de la défunte. Le convoi était celui des pauvres. Devant le char marchait un gardien de la paix et un inspecteur du jardin d'acclimatation. Derrière suivait un vieux Caraïbe, le père de la jeune fille. Venaient ensuite dans leur accoutrement tous les Caraïbes composant la tribu, actuellement en exhibition au jardin d'acclimatation. La défunte était, paraît-il, fiancée à un jeune Caraïbe. Tous ces points de détail, nous les avons tous travaillés et nous a amenés justement à ce travail d'identification. Donc, durant cette période, 9 morts sont constatés. Je m'appelle PKP, Miakapo, Malé, Kouani, Emo, Ibipio, Mayale, Gazeille et aujourd'hui Tansa à Berlin. J'ai gardé ce PowerPoint de l'année dernière pour ne jamais oublier le travail et la réflexion et surtout le traumatisme des peuples autochtones de la Guyane et du Suriname qui aujourd'hui encore ont l'impression que c'était hier. Quand je parle avec les anciens, ça arrive encore qu'il y en a qui pleurent. Et pour moi, ça a été un bouleversement et je n'ai pas voulu effacer cette partie-là puisque ça a été un travail l'année dernière qui a été posé. Où sont-ils? Qui sont-ils? Et que sont-ils devenus? Ça a été vraiment la question que tout le monde m'a posée pendant mes 1 année et demie de travail sur le territoire. Tant de questions sur ces morts depuis des années au sein des familles de Guyane et du Suriname. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu des moulages. Ils sont conservés dans les collections du Musée de l'Homme, dont vous voyez les 2 moulages qui nous ont permis aussi de trouver, à partir des photographies du musée Quai Branly, qui étaient ces personnes. Au 12 mars 2024, donc le musée de Dresde, dernièrement, nous fait parvenir donc des archives qui complètent notre travail d'identification que nous ferons prochainement. Donc, ces questions aujourd'hui, je peux dire qu'on a les réponses. Où sont-ils? Ben, ils sont au musée de l'Homme depuis 132 ans. Qui sont-ils? Ben, je m'appelle Emo, je m'appelle Ibipio, je m'appelle Mayare, je m'appelle Malé. Pourquoi Malé? Alors, ce jeune homme, c'est un Arawak. Il a 17 ans, d'après les informations. Et nous avons fait un travail d'identification sur sa personne à partir du moulage. Donc, nous nous sommes aperçus que ce pauvre jeune homme, il a été entre les mains de la science. Il a été disséqué. Et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons que son moulage de buste, pieds et mains au musée de l'Homme et nous ne savons pas où se trouvent ces restes humains. Donc, c'est un travail que nous ferons bientôt parce que, bon, on nous a donné quelques indications, notamment Pascal Blanchard, qui est le collaborateur de l'association Molico au niveau histoire. Il nous a donné des pistes. Donc, quand nous rentrerons dans l'Hexagone, nous suivrons ces pistes pour, j'espère, et je ne vous cache pas que psychologiquement, pour moi, je ne suis pas encore prête de découvrir des restes humains dans des bocaux, parce que ça sera ça, puisqu'il a été disséqué au nom de la science. Mais si nous devions trouver ces restes humains, nous le ferons, parce qu'il fait partie des restes humains, comme les squelettes qui sont au musée de l'Homme. Je suis Mia Capo, donc ce jeune homme, tout à l'heure, la lecture que nous avions faite, cette jeune femme qui est morte, eh bien, avec tous les articles que nous avions et les documents du musée Quai Branly, et grâce aux éléments du musée de l'Homme, puisque en 2022, nous avions fait la demande de consultation des fonds précieux du musée de l'Homme sur les Caraïbes 92. Et ils n'arrivaient pas à trouver les Caraïbes 92. Et au bout de quelques mois, on me dit, nous n'avons rien sur les Caraïbes 92, mais sur les Surinamais
1892. Et je me suis dit, ben, si c'est des Surinamais 1892, c'est sûrement eux, mais ils avaient changé leur nom. Donc, nous avons été autorisés à voir les dossiers. Et je remercie d'ailleurs le directeur du musée, M. Friss, qui très gentiment nous a fait parvenir tous les documents que nous avons en notre possession aujourd'hui. Et grâce à ces documents dont je ne m'attendais absolument pas, nous avons tout sur les morts. Les indications, les lieux de mort, les cimetières où ils ont été enterrés, où ils ont été exhumés, inhumés. Nous avons vraiment un dossier complet. Donc aujourd'hui, avec cette demande de restitution, je pense que le gouvernement ne peut pas dire que nous avons inventé une histoire. On a assez de documents et de preuves pour l'identité et la localisation de ces personnes, puisque le problème pouvait être amené à ce que quand on fait une demande de restitution, il faut que les restes humains soient identifiés, localisés et répertoriés. Et pour notre malheur, on a les trois. Donc aujourd'hui, on sait où ils sont, qui ils sont, et il y a juste le travail à faire. Donc cette demande de restitution qui va être très dure d'après les échos, mais on tient le coup. Mia Capo, qui est le fiancé de PKP, cette jeune femme. Alors, ce travail d'identification nous a permis donc de trouver que la jeune femme, tout à l'heure, comme je vous ai lu le petit extrait d'obsèque, c'est cette jeune femme. À 9 jours de son arrivée au musée, au jardin d'acclimatation, elle est morte d'une crise cardiaque dans son hamac. Et quand je suis venue en mars 2022, j'ai été à Galibi, j'ai un touchi, donc un grand-père, qui me parle de cette jeune fille. Et il me dit, il y a une jeune fille qui est partie, qui était enceinte. Et je lui dis, mais touchi, dans aucun article, il y a une femme qui est enceinte. Il me dit, je te dis qu'il y avait une qui était partie enceinte. Et là, j'ai dit, bon, ok, je vais le croire parce que il parle de sa mémoire. Mais je l'enregistre et je le mets de côté. Et quand on fait la demande au Musée de l'Homme de ses recherches, et quand on a les documents, notamment les documents montrant les squelettes, les répertoriés et identifiés et localisés, je m'aperçois que PKP, il y a les squelettes de PKP et son fœtus de 4 mois au Musée de l'Homme. Et là, ça me fait tilt. Mais j'ai dit, mais c'est que le touchy me parlait. Donc ça, c'est vraiment la mémoire au bout de 132 ans, c'est formidable. Et donc, ce que disait le touchy, c'est avéré vrai, puisque aujourd'hui, dans les documents que nous avons, cette jeune fille était bien enceinte de 4 mois et elle est actuellement au Musée de l'Homme, ses squelettes avec son fœtus, que nous aurons l'honneur, si tout va bien, au mois de septembre, d'aller apaiser son âme avec les chamans, puisqu'il y a un voyage prévu de l'apaisement des âmes de ces malheureux qui sont au Musée de l'Homme. Kouani. Kouani, sa femme est revenue, veuve, Oulaka. Kouani, c'est un Arawak. Il n'y en a eu que 2. Pourquoi Kouani? Pareil que Malé, grâce à son moulage, il a été identifié. Et Kouani, il a ses restes humains au Musée de l'Homme et il a aussi ses bustes. Donc Kouani, normalement, il devrait revenir en Guyane avec ses squelettes. Kassagne, on ne sait pas où il est. Kassagne, ses squelettes sont au Musée de l'Homme. Et que sont-ils devenus? Donc ça, rapidement, 5 ont été enterrés au cimetière de Levallois-Perret, puis exhumés. 4 squelettes sont au Musée de l'Homme actuellement et un qui n'a jamais été exhumé. Donc, il y en a un qui est toujours dans le cimetière de Levallois-Perret. Nous avons fait une démarche auprès de la mairie dernièrement
pour que nous puissions aller voir dans ce fameux cimetière. Je sais très bien qu'il n'y a plus rien, mais au moins par symbole, d'aller voir où il a été enterré en 1892. On est toujours en attente de réponse. Deux sont enterrés à Paris, 8e. Donc, un sans trace de squelette, il n'y a que le moulage, lui c'est Malais. Kouani, son squelette, comme je vous expliquais tout à l'heure, est au musée de l'Homme et puis ses bustes. PKP, c'est celle qui est morte au jardin d'acclimatation 9 jours après son arrivée avec son fœtus de 4 mois. Donc actuellement, il y a 6 restes humains au musée. Et il y a quelques photos du musée, mais je vous rassure, ce n'est pas les photos de nos squelettes, hein. C'est des photos archives. Donc, la question de l'année dernière avait été posée, que faire maintenant? C'est en 2023. Et en 2024, nous avons fait une demande de restitution des restes humains ultramarins du peuple autochtone après la promulgation de la loi qui a été faite sur la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques dernièrement. Et nous sommes en attente de la suite du travail. Il y a 3 jours, j'ai eu un courrier de Mme Morin-Desailly, celle qui justement a fait la loi et qui est déterminée et qui reste vraiment déterminée à ce que nos aïeux reviennent au pays. Le travail de l'anonymat à Je suis que je voulais vous présenter avec les photographies à l'extérieur qui malheureusement n'a pas pu se faire, je les ai fait en PowerPoint rapidement. Il y a quatre catégories. Je suis en famille. Ça, c'est le travail justement de recherche. Vous voyez le chef, c'est Koumana. D'ailleurs, cette photo est à Kourou, sur une façade d'un immeuble. Et je suis très, très affectée de savoir qu'il est encore non identifié sur cette fresque. Donc, j'espère que bientôt, il aura son nom qui sera rajouté. Je ferai une demande à la mairie de Kourou. Sa fille, PKP, et son gendre, Mia Capo. Donc, le Yopoto est revenu seul puisqu'il a perdu son gendre et sa fille qui sont morts à Paris. Alouera, avec sa famille, Kunaïromo et Anna Woitara, la toute petite. Ça, c'est le travail d'identification que nous avions fait. Kouani avec Ulaka. Ulaka est revenu veuf. Karu, un Indien qui vivait avec les autochtones, avec donc des Kaliniens, marié à une Kalinia qu'on appelait Warakak Moni. Ils sont revenus. Mauko, mon aïeul qui est au milieu. D'après le travail d'identification et d'après les témoignages sur le terrain, Mauko était parti avec sa maman, Takumi, avec son petit frère Tosa, qui est sur les cuisses, et sa tante Yali, qui est à sa droite. Une présentation de 1882, la Pipi Aïramo, celle qui est partie avec toute sa fratrie. Et malheureusement, nous n'avons pas trop de photos de ces personnes, puisque c'est Pierre le Petit qui était le photographe de l'époque, et le musée Quai Branly ne possède pas toute la collection de Pierre le Petit. Donc, nous avons juste quelques esquisses de ces photos que Roland Bonaparte, à l'époque, a refait des copies pour le musée Quai Branly. L'autre thème, l'autre partie, c'est Je suis seule. Nous n'avons pas pu, parce qu'il n'y avait pas assez de documents, d'articles sur ces personnes, faire des liens avec ces jeunes qui sûrement sont famille, parce que je ne vois pas un jeune homme de 7 ans partir seul dans un bateau. Donc, sûrement qu'il est lié à un autre, il est lié à un adulte. Mais tant qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les preuves des liens scientifiquement et par rapport à tous les documents que nous avons préféré les mettre dans les cases « Je suis seule ». Le chef, il y avait aussi un Puyai, donc un chaman, donc qui est parti. Je suis sûre que lui aussi, il était parti en famille. Nous n'avons pas plus d'informations sur eux. Même sur les documents de Dresde et de Berlin et de Bruxelles, nous n'avons pas plus de documents et d'archives. La petite Ilaku et la petite Kabere. Donc, Ilaku, cette photo me marque puisqu'elle a sa descendante
de l'autre côté du Suriname, à côté de Albina, au village Pierre. Et sa descendante, dernièrement, nous a chanté une chanson que elle, Ilakou, chantait quand elle était revenue au pays. Et nous aimerions tellement que cette grand-mère, qui est encore vivante, nous rechante la chanson de Ilakou le jour de l'inauguration. Pour nous, c'est quelque chose qui sera fort en mémoire et symbole vraiment d'un passé qui est présent et qui sera futur pour la génération à venir. Parce que la mémoire passe aussi à travers les chansons, à travers les paroles. Marita Emo et puis Manawaira. Donc, on les a mis dans les collections. Je suis seule. Comme je vous ai expliqué, il n'y avait pas plus de lien avec les autres. Aromam, Kanipo, Kazeil. Et aujourd'hui, c'est fabuleux de se dire que on peut les nommer, que ce sont des êtres humains. Et malheureusement, il y a 6 non identifiés, puisque nous n'avons absolument rien sur eux, rien, absolument aucun document relatif à ces personnes, malgré toutes les descriptions que nous avons pu trouver, les indices à la loupe. On a essayé de voir par rapport à leur coupe de cheveux, à leur grain de beauté, s'il y avait quelque chose sur eux, sur des articles, absolument rien. Donc, nous les avons mis dans les cases non identifiées. Donc, il y en a 6. Et j'aimerais juste dire, pour terminer, Penalo, Yetua Tetuayema, Elone, Papolosuma, Yetu Upusa. Avant, je n'avais pas de nom. Aujourd'hui, tout le monde connaît mon nom. À nos aïeux, et je dirais comme dit toujours l'association Molico, ne rien lâcher. Merci à vous tous. S'il y a des questions, Oui, bonjour. Donc, très, très enrichissant, beaucoup d'émotions. En tant que Guyanaise, je partage même votre émotion qui transparaît quand vous parlez. Ce que j'aurais bien aimé comprendre maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste dans la mémoire des vivants? Quel est le message qu'ils ont amené jusqu'au XXIe siècle sur cette histoire? Quelle est leur approche euh, de, ce- euh, de ce monde qui a été côtoyé à l'époque? Je pense qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont découvert. Qu'est-ce qu'ils ont rapporté comme information, à part le fait qu'effectivement, ils ont perdu des proches, des parents, des amis, des connaissances? Mais qu'est-ce qui reste de cette histoire parmi les vivants? quand les vivants sont revenus au pays, il y a eu énormément de témoignages. Ils ont raconté leur histoire. Mais c'est pas positif du tout. Par exemple, quand on récupère les témoignages des anciens, ils nous disent, avant, les Blancs ont amené des personnes, des Kaliniens. Et quand ils sont revenus, ils étaient malheureux. Ils nous ont dit que on les faisait travailler du matin au soir, qu'ils avaient froid, qu'on se moquait d'eux, qu'on les nourrissait mal. Là, aujourd'hui, le témoignage de ces personnes du passé, quand on réécoute le témoignage à travers les personnes qui ont entendu, parce que c'est passé de famille en famille, bien, il y a beaucoup de douleur et il y a beaucoup de... Alors, c'est toujours ça qui revient. Il y a beaucoup d'incompréhension. Et à chaque fois, on a droit à cette question, mais pourquoi? Pourquoi le blanc nous a fait ça? Pourquoi ils nous ont fait ça? Et quand je leur explique qu'il n'y a pas que, mais qu'il y a le monde entier, parce qu'avant c'était comme ça, parce que ça faisait partie de l'histoire de la France, des États-Unis. Mais pour eux,
tellement douloureux. Et un exemple, l'anecdote que je vais vous dire, un jour, un touchi me dit, et bien, il y en a un qui est revenu et il m'a dit, tu sais, moi, j'ai cru à la belle vie à Paris, là-bas, là, Paoubon. Paoubon, c'est Paris, c'est l'île. On dit Paou, c'est une île. J'ai cru à la belle vie parce que le blanc qui nous a amenés nous avait dit qu'on allait avoir une belle vie, qu'on allait gagner de l'argent. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. On nous a enfermés. On n'avait pas le droit de sortir. Et en plus, plein de gens nous regardaient. On était quasiment nus. Donc, quand on essaie d'imaginer ça à travers des mots comme ça, c'est hyper douloureux parce qu'on se dit, waouh, mais ces gens-là, ils ont été bernés. Et d'ailleurs, au mois d'avril, à peu près 2 mois et demi après leur présence à Paris, ils essayent de se révolter. Il y en a, ils s'échappent même du jardin, mais que faites-vous dans un lieu que vous ne connaissez pas, quand vous ne savez pas votre route? Donc, ça a été la panique pour eux. Donc, il y a eu ça a été un traumatisme pour eux. Avoir vendu un voyage avec plein de rêves et que finalement, ils ont été bernés, c'est à chaque fois ça que nous récupérons à travers les témoignages et beaucoup de souffrance. Et je pense même que, notamment les femmes, quand j'ai réécouté des témoignages de certaines personnes, il y a des femmes, dès qu'on leur abordait des sujets un peu plus intimes, eh bien, par exemple, mon grand-père me disait, par rapport à ma grand-mère Pipi Molko, quand je lui posais un peu plus de questions, elle fuyait les questions, comme s'il y avait un tabou quelque part, comme si il y avait une humiliation qui avait été faite. Donc, peut-être que les Kaliniens qui étaient de retour ne voulaient pas raconter avec détail précis tout ce qu'ils avaient subi pour ne pas que la population de Guyane ou du Suriname qui était là dans les villages se moque d'eux. Donc, parce que pour eux, il y avait une souffrance quelque part terrible. Donc, il y avait des sujets tabous. Moi, je me suis toujours posé la question, et d'ailleurs, dans une de mes pensées, je me suis dit, est-ce que ma grand-mère a eu puisqu'elle était jeune, hein, elle avait 14 ans, est-ce que ma grand-mère a eu, par exemple, à Paris, des attouchements ou des choses comme ça? C'est toute bête, ma question, hein, pour ne pas qu'elle en parle. Et il y a eu plein de questions. Donc, voilà, c'était très simplifié, les témoignages que les gens avaient quand ils sont revenus. Parce que je pense que vraiment, il y avait une grande douleur derrière. Et chez nous, les autochtones, on n'aime pas parler de notre douleur. On est très tabou. Et réouvrir ce genre de cicatrices, mais c'est une forme d'humiliation. Donc, on est très on se préserve et se réserve là-dessus. Donc, déjà à l'époque, c'était pire qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on essaye d'ouvrir un peu plus la parole, même à nos grands-mères, on les pousse à parler un peu plus. Mais alors, à l'époque, c'était des cartes, hein, ça ne parlait pas comme ça. Donc, je pense que tous sont partis avec des secrets très lourds, hein. Alors, bonsoir, merci pour votre présentation. J'avais une question concernant les personnes qui n'avaient pas été identifiées. Est-ce que vous avez des ossements qui pourraient vous permettre a posteriori de trouver par analyse génétique au moins leur famille? Pas du tout, D'accord, pas du tout. ok. Et pour le moment, le travail d'ADN et tout ça ne rentre pas en jeu, puisqu'on rentre dans le cadre où on sait qui ils sont, donc ils sont répertoriés comme les exhibés 92. On aurait pu passer à cette partie ADN et tout ce qui est partie scientifique s'il y avait eu un doute sur leur identification. Donc, pour le moment, en tout cas, on n'a pas encore cette étape. Mais tout dépendra de comment le gouvernement travaille cette affaire. Bonsoir. Bonsoir. Mes félicitations pour votre remarquable exposé et surtout ces réflexions qui peuvent amener à une justice historique. Donc, mes questions, bon, pour ma curiosité, juste pour vraiment satisfaire ma curiosité intellectuelle. Donc, j'aimerais savoir si les os humains n'avaient-ils pas un rapport avec les sites aurifères
peut-être sur lesquels étaient installés les galibis. Et dans un deuxième temps, Est-ce est-ce que qu'il y vous avait un pouvez parler un peu quota? plus fort parce que je n'ai pas compris votre question, s'il vous plaît. D'accord. Sur les eaux humains, j'aimerais savoir s'il n'y avait pas un rapport avec les sites porifères sur lesquels étaient installés les galibis à l'époque. Donc, juste pour savoir la causalité, peut-être les causalités de cet événement. Et dans un second temps, j'aimerais aussi savoir s'il y avait, s'il y avait un quota pour les emmener et pour sélectionner Arawak ou Galibi, ou est-ce que c'est majoritairement des Galibis, ou bien s'il y avait une sorte de quota, plus, il y a plusieurs tribus d'Amérindiens en Guyane française. Merci. Alors, la première question de tous les archives que nous avons, nous n'avons jamais trouvé de lien avec les sites aurifères. On n'en parle pas. Je ne me rappelle pas d'avoir lu un lien dans les archives sur ce lien, en tout cas. Tout simplement, ça s'est fait tout naturellement. C'est que en 1881, en 1881, Langlois, donc un explorateur, était venu avec un autre explorateur visiter le coin de la Guyane et il avait repéré cette famille le long du Sinnamary. Et donc, quand il est retourné, et en 1882, l'aubaine, le jardin d'acclimatation demande des sauvages, et lui, dans sa tête, tout de suite, il se revoit dans ce village qu'il avait repéré un an auparavant. Donc, pour lui, il ne se pose pas la question. On lui fait une commande, il sait où aller. Et c'est ainsi qu'il a été directement dans ce village. Mais entre-temps, ben, le chef qu'il avait côtoyé, donc le Yopoto, est mort. Et quand il revient, il trouve que sa femme, sa veuve, plus tous ses enfants, donc 14 personnes qui le chérit de biens, de perleries, de fusils. Et puis, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit de belles choses et elle se dit, ben, quand je serai là-bas, j'aurai plus. Donc, elle encourage et elle persuade toute sa famille de partir avec elle et avec Langlois. Donc, c'est les lieux de l'époque, c'est parce qu'ils avaient déjà repéré la veille, l'année d'avant ou l'année d'après. Parce que c'était des explorateurs qui venaient, qui allaient partout. Et Lavaux, c'est exactement la même chose. Lavaux était venu l'année d'avant, donc en 1890-91. Il avait fait tout le périple de la Guyane française et de la Guyane hollandaise. Et puis, au départ, quand il est venu, il voulait d'abord des autochtones de la Guyane française. Mais mal, parce qu'il avait repéré aussi des Indiens en fin fond de la forêt. Malheureusement, il a eu la dengue, il a failli mourir. Il est revenu à Saint-Laurent. Il est resté 3 semaines à l'hôpital. Et une fois qu'il a été guéri, il a tellement eu peur de rechoper la dengue, il n'est pas reparti là où il avait trouvé les autochtones. Il s'est dit, ben, je vais traverser de l'autre côté. Et c'est ainsi qu'il a fait une annonce. Et de cette annonce-là sont arrivés des autochtones des Galibis qui vivaient à l'époque dans un village qui a aujourd'hui disparu, mais à la pointe de Galibi, en face de Yalimapo, qu'on appelait Alushiaka. C'était un des grands, grands villages amérindiens de l'époque. Et c'est là que ces personnes ont entendu, ils ont dit, mais pourquoi pas nous? On aimerait bien changer de vie. Mais tout ça, ça a été aussi un contrat mensonger parce qu'on leur a promis de belles choses. Donc, ils sont partis, arrivés à Albina et pour se retrouver après exhibés à Paris. Alors, avant de continuer à faire tourner le micro, je vais juste poser une des questions qui a été posée dans le chat par quelqu'un qui nous suit à distance. Vous avez parlé de contact avec l'Allemagne. Qu'en est-il de la Belgique? Alors, la Belgique, on n'a aucun contact pour le moment parce qu'on a tellement de travail que nous ne voulons pas comment on appelle ça, voilà, on se concentre étape par étape sur chaque pays. Et là, c'est d'abord la France, la Guyane, d'abord avec le mémorial. Après, ce sera Paris.
Et puis en parallèle, puisque le travail de restitution n'est pas malheureusement entre nos mains et nous ne pouvons pas décider, donc ça nous laisse la liberté de travailler avec Dresde qui est d'accord pour ce travail-là de mémoire, mais avec l'aide du directeur de Dresde, M. Mund, nous allons pouvoir faire la démarche auprès de Berlin et de Bruxelles. Donc tout cela est dans le futur. Mais je reviendrai vous dire tout cela. Bonsoir, Madame Tocca-Desvilliers, et merci beaucoup pour cet exposé très précis des faits, très intéressant, parce que j'avais une question à poser un peu plus large, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut dire que les exhibitions prennent fin? Je vous pose cette question parce que vous avez proposé tout à l'heure la date de 1931 avec le village en citant notamment l'exemple du village des Kanaks. Je pose cette question parce que tout à l'heure, lors de la première salve de questions, il y avait une intervenante, une prise de parole qui a souligné le rôle nécessaire de l'institution scolaire dans le travail mémoriel et dans l'explication de ce qu'ont été les eaux humains. Et il se trouve que, alors je ne vais pas prétendre défendre l'institution scolaire, l'éducation nationale en Guyane, je vais simplement préciser que depuis que moi je suis en Guyane, depuis 2018, nous avons une inspection académique qui nous demande de faire un travail d'adaptation pédagogique. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a quand même pas mal de professeurs d'histoire et de géographie dans cette salle. C'est parce que nous sommes désireux de pouvoir revenir vers nos élèves en présentant ce qu'ont été les eaux humains et le voyage de ces groupes de Kalina vers l'Europe. Et ma question sur quand prennent fin les exhibitions, elle est motivée parce que justement, en présentant ce qu'ont été les eaux humains à mes élèves, j'ai découvert que j'avais des élèves qui étaient déjà très conscients de ça, qui connaissaient ces histoires, ces récits. J'ai face à moi un public plutôt du second cycle, donc des élèves de seconde jusqu'à la terminale. Ils connaissent ces histoires-là, ils en ont entendu parler, aussi beaucoup parce que les médias en parlent. Et justement, il y a 2 ans, il y avait un documentaire qui a été diffusé par France Télévisions sur le village de Bamboula. C'était un village... À Nantes. Exactement, dans la banlieue nantaise, c'était une exposition éphémère qui a duré quelques mois en 1994, ce qui est hier à l'échelle de l'histoire. Et est-ce qu'on peut expliquer que c'est un zoo humain? Quels sont les critères qui en font un? Quels sont les critères qui font d'un zoo humain une exhibition d'êtres humains, s'il vous plaît? J'avais entendu parler de ça du village Bamboulade à Nantes, qui avait fait d'ailleurs énormément polémique, tout simplement parce qu'il y avait 2 regards. Peut-être le regard plus évolué aujourd'hui de la science et puis même de la population. Pour eux, donc pour les organisateurs, pour eux, c'était faire découvrir au peuple, donc à la population nantaise et aux environs, comment vivent les Africains, parce que c'était surtout des villages africains, et comment ils vivent, comment ils font leur quotidien. Et à l'époque, il y a une association dont je ne me rappelle plus le nom, nantaise, qui s'est révoltée, puisque justement, ils se sont dit, mais on est en train de refaire les eaux humains, les exhibitions ethnographiques. Donc, cette association a mis en demeure le directeur de cette organisation d'arrêter ce genre d'exhibition. Mais d'après ce que j'avais compris, c'est que les Africains qui étaient là, je crois que c'était du Bénin, je crois, je sais, des Ivoiriens, c'est ça? Eh bien, ils étaient venus parce qu'ils gagnaient de l'argent. Ils étaient venus parce qu'ils étaient payés. Donc, ils n'ont jamais eu de contraintes d'après l'article. Alors, pour moi, c'est vrai que dans le travail de mémoire que je fais et tout ce qui est reconstitution de villages avec des paillotes et puis que les autres viennent te voir, pour moi, automatiquement, c'est choquant. Je revois les exhibitions ethnographiques. Mais après, humainement, je pense que le fait qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire, les Ivoiriens, parce qu'ils voulaient aussi gagner de l'argent, ce contexte-là, ils n'étaient pas forcés, puisqu'ils étaient venus avec un contrat. Mais je me suis dit, ben, est-ce qu'il y a une évolution dans cette voie? Est-ce qu'il y a une évolution
au regard, parce que c'est eux qui sont volontaires, ce n'est plus les explorateurs qui viennent les récupérer, voire les enlever, parce qu'il y en a qui ont été enlevés de force. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment deux positions aujourd'hui. Donc le village Bamboula, oui, ça a beaucoup choqué, mais tout dépend de quel côté on est. Moi, ça m'a choqué quand d'autres, pour eux, ils trouvaient ça tout à fait normal. Parce qu'ils disaient, ah ben oui, mais c'est eux qui ont voulu, ils ont été payés. Donc c'est vrai que tous ces sujets-là peuvent être discutables, mais il faut aussi voir les conditions et puis le fait que ces personnes concernées ben, n'étaient pas dans des conditions de l'époque. Donc, je peux pas, moi, personnellement, ça m'avait bouleversée, c'est vrai. J'avais dit, waouh, il y a encore une exhibition, en plus à côté de chez moi, puisque j'habite à Vannes, et ça m'avait vachement bouleversée. Et je voulais même aller voir. Bon, malheureusement, j'ai pas pu, mais tout dépend aujourd'hui de comment on voit les choses. Mais après, c'est complètement, je pense, différent, puisqu'ils sont venus en âme et conscience, sachant qu'ils allaient gagner de l'argent. Et justement, on a une autre question du chat. Je vais poser celle-ci ensuite. Je prends encore la question de madame. Et s'il y a une dernière question, et je pense qu'il sera temps de s'arrêter ensuite. Donc, dans le chat, quelqu'un nous demande, est-ce qu'il y a pu avoir des échanges d'informations entre les Kalinia de 1882 et ceux de 1892? Est-ce que les premiers ont pu discuter avec les seconds, les influencer, les informer? Donc, jusqu'à maintenant, nous n'avons trouvé aucune trace de ces rapprochements de ces personnes qui sont parties en 82, donc Pipi Airamo et puis toute sa fratrie, qui ont pu discuter avec les personnes qui sont parties en 1892. Donc, non, officiellement, nous n'avons pas de témoignages ni de témoignages, puisqu'il n'y a pas de livre, mais de témoignages sur s'ils avaient pu avoir un lien entre eux. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vraiment, toutes mes félicitations pour ce travail de recherche. C'est très émouvant. Je voudrais savoir, côté pratique, si vous êtes soutenu pour faire toutes vos recherches, accompagné et pour adhérer à votre association, comment faire? Alors, nous sommes soutenus et heureusement que nous sommes soutenus et nous remercions énormément toutes les personnes qui nous soutiennent. Tout d'abord, nous sommes soutenus au niveau de la Guyane et nous sommes soutenus aussi par des scientifiques et anthropologues en métropole et soutenus aussi par des politiques. Je pense que pour faire un travail de mémoire et puis surtout ce sujet hyper sensible par rapport à la France, par rapport au passé colonial, il faut être soutenu pour être crédible dans toutes les démarches et dans tout ce que nous ferons dans le futur. Nous sommes soutenus par la collectivité en Guyane, qui est le partenaire de l'association. Nous sommes soutenus par Madame Finera Hort, la sénatrice. Nous sommes soutenus par les députés, M. Jean-Victor Castor, ici présent, et Devir Kiman. Nous sommes soutenus par tous les 16 Yopoto, Guyane et Suriname. Yopoto, ce sont les chefs coutumiers. Nous sommes soutenus par le Grand Conseil coutumier. Et je pense que nous avons formé un très beau comité de pilotage pour justement amener à ce que tout ce travail se fasse dans le respect, mais avec des beaux résultats. Nous sommes unis dans tout ce travail, quel qu'il soit, que ce soit dans le travail de mémoire, que ce soit dans le travail de réparation, avec les photographies d'un projet que nous menons aussi. D'ailleurs, vous avez vu l'esquisse tout à l'heure d'une Yopoto et puis des descendants en noir et blanc. C'est le prolongement de l'histoire de l'identité de l'anonymat à Je suis, en disant nous avons existé en 1892 et nous sommes morts quand on est revenu, mais aujourd'hui nous avons des descendants et ces descendants remettent en lumière notre histoire. Donc on a un beau projet d'exposition à l'aéroport Félix Éboué qui a été accepté et nous sommes très heureux d'ailleurs de cette nouvelle. Donc il y aura une grande exposition de tous les descendants, de tous les chefs coutumiers et des chamans en lien avec l'histoire des eaux humains bientôt.
Et nous sommes soutenus vraiment en métropole, donc dans l'Hexagone, on est soutenu par Pascal Blanchard et sa société Achac. Nous sommes soutenus par Gérard Collol, anthropologue, qui avait fait un merveilleux travail il y a une trentaine d'années, et par des sénateurs, des députés. Donc, oui, je pense que la mémoire se fera, puisque nous sommes tous... aujourd'hui, je pense que nous sommes conscients que toutes les histoires, quelles qu'elles soient, doivent être soutenues et doivent être en lumière. Et ça, vraiment, je remercie sincèrement du fond de mon cœur toutes ces personnes qui nous soutiennent et qui avancent avec nous malgré les péripéties, parce que ce n'est pas facile, hein, mais nous tenons bon. Et puis, je pense que nous sommes tous dans le même bateau et nous sommes tous forts et fortes, donc nous y arriverons. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Nous sommes soutenus. Voilà. Ouais, merci, un immense merci, Corinne Tocca-Devilliers, pour cette conférence. Et pour conclure, je voudrais juste finir. La dernière image, c'est le mémorial. Donc, c'est une image présentation officielle du mémorial qui sera le 11 août dans la commune d'Irakubo. Et c'est un hommage à Pipi Airamo, la veuve de 1882, à Pipi Molko et aux 47 Kalinia et Arawak exhibés au jardin d'acclimatation. Donc, j'espère ce jour-là, ce sera un événement, c'est une histoire, c'est une réparation. Et une fois que cette réparation sera officielle, bien, je vous invite tous à prendre le bateau avec moi et on ira tous à Paris et on ira voir le président de la République pour lui dire de nous restituer nos restes humains. Donc, soyons soudés et merci pour votre soutien. Merci déjà de votre présence. Et je vous dis rendez-vous le 11 août. Merci beaucoup, Corinne Tocca-Devilliers, d'être venue pour cette conférence particulièrement intéressante. Merci à vous de vous être déplacés aussi nombreux et nombreux. Si vous souhaitez poursuivre la discussion, on se tient à votre disposition ici ou à la sortie, si vous avez encore quelques questions qui attendent des réponses. Merci beaucoup d'être venus. Merci, bonne soirée à vous tous. Merci.